Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors, aujourd'hui, j'ai le retour d'une maman, d'accord, qui avait déjà fait un épisode avec moi et là, un petit complément ou des informations complémentaires à donner qui sont importantes. Donc, je vais lui donner la parole. Elle s'appelle Hilda. Bonjour Christophe, Bonjour Hilda. merci, Bon, merci de Hilda, m'avoir reçu. tu es mon invité d'aujourd'hui, Hilda, et tu as des choses à dire. Donc, tu nous rappelles simplement dans quelle région tu es, hein, à peu près, pour situer. Et puis après, tu nous racontes ce que tu subis encore. Vas-y, tu as la parole. Alors, bonjour Christophe, merci pour votre invitation. Sachez que la première vidéo m'a permis en fait de pouvoir maintenant circuler sans, sans des types qui me suivaient avec des pistolets, qui me menaçaient avec des couteaux. Et aujourd'hui, je travaille, donc je peux aller travailler, je peux revenir. Mais on continue à me persécuter, donc quand je prends un train, un transport en commun, en général, parfois, il est retardé parce que ces hommes doivent monter dans le transport avec des valises pour faire semblant que je suis une grande criminelle, que je suis en danger. Ils m'encerclent parfois dans un wagon du tram en entier. Ils font bloc autour de moi, donc s'ils me font quelque chose, personne ne voit. Pardon, personne ne voit. Font des signes aux touristes, attention pickpocket, c'est-à-dire moi, voleuse. Me font des photos, font des gestes des pieds et des mains. En fait, si je mets les pieds dehors et je suis suivie par 50 personnes, c'est un minimum. On met les jeunes enfants, les étudiants, les parents, le voisinage. Tout ce monde doit me surveiller. Donc, normalement, je suis terroriste, criminelle, prostituée, cocaïnomane, dealeuse et voleuse. Ça Alors, fait je me suis beaucoup. posé la question. Je Ça suis fait tout. beaucoup. Et alors, je me suis posé la question, à quel moment j'ai commis tous ces crimes? Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que ces gens me suivent depuis 31 ans. Et ce qui m'amène ici, c'est en fait vous fournir des documents qui vont pouvoir venir prouver qu'ils me suivent depuis si longtemps. Alors, comment peut-on suivre une jeune femme qui vient de l'Angola, un pays qui était en guerre, communiste, fermé, guerre civile, où les problèmes, à part la guerre, je ne connaissais pas autre chose. J'arrive qu'un homme qui m'a bien cadré, une famille qui m'a beaucoup soutenue, même s'il y a eu quelques soucis à l'intérieur, mais je suis quand même arrivée dans une famille française, les grands-parents de ma fille, qui étaient quand même des gens aisés. Et bien sûr, vous comprenez que leur premier choix, c'était de nous protéger, de nous donner tout ce dont on avait besoin, ma fille et moi. Et donc, à aucun moment, j'ai eu un contexte qui pouvait m'amener à voir ce genre de problème. D'accord. Et alors, j'avais, dans le passé, écrit la ministre Michèle Alliot-Marie. Je vous ai envoyé les documents et je vais envoyer d'autres parce que pour moi, en fait, c'est important qu'on voit le nombre d'années qu'ils me suivent. D'accord. Je mettrai, pour que tu sois au courant, Hilda, les pièces que tu m'as envoyées, je vais les numériser, d'accord, et je les mettrai au bout de la vidéo d'aujourd'hui. Tout D'accord? à fait, oui. Et puis, je veux aussi prendre aussi soin d'enregistrer la conversation peut-être complète avec le père de ma fille, quand même que Oui. les gens sachent que lui, il reste un bon ami à moi et que j'en ai aucun problème avec lui. Même si sa fille l'a aussi accusé dans le passé et dans le présent, mais ça, on verra un peu plus tard. Donc, j'aimerais savoir comment peut-on tracer une femme si longtemps, violer une jeune fille à si longtemps et que la justice ne fasse rien. Je vais Alors, donc commencer cette histoire. hmm, En 1997, le père de ma fille m'amène voir un avocat, Maître Foudran, il est déjà décédé, je crois qu'il était déjà assez âgé à ce moment-là, donc ça date quand même de 30 ans. Et cet avocat a fait le papier qu'on appelle ces dossiers-là des affaires familiales. hmm, Parce que Pierre étant un homme
assez intellectuel. Et pour me protéger, il a donc fait ses papiers officiels pour marquer la pension alimentaire. Les droits de visite étaient libres entre nous, etc., etc. Et c'est tout ce que j'ai eu comme papier officiel de mon arrivée ici en France. Je suis arrivée le 13 novembre 1992. Il a fait ses papiers, je crois, vers juillet, août de 1997. Donc, 3 ans à peu près. Et là, j'ai ce papier. Donc, je continue ma petite vie. Les grands-parents de ma fille m'aident beaucoup. Je suis très contente. Je fais des cours de remise à niveau. J'apprends. Je pars travailler à l'hôtel Regina, le Palace, qui est à la place Jeanne d'Arc à Paris. Je rencontre des gens qui m'ont beaucoup soutenue. Et bon, bah, la jeune fille qui vient d'un pays fermé, qui ne connaissait rien, donc j'étais très contente. J'ai travaillé, j'ai fait des cours de remise à niveau et j'ai continué mon chemin. Un jour, j'avais fait une formation dans la restauration et cette formation m'a amené en fait faire le stage de la formation professionnelle à Cannes, à l'hôtel Sofitel, qui est aujourd'hui l'hôtel Radisson, où j'ai travaillé dans le passé. On m'a réembauché 20 ans plus tard dans le présent comme gouvernante. Je vous ai envoyé les contrats de travail. Et donc, je suis une personne qui a suivi un parcours sans histoire. Alors, il y a 4 mois de ça, je suis tombée sur un document. Et ces documents, c'est donc mon jugement des affaires familiales. Et ces documents a été demandé par Maître Joël Blumenkranz, qui est un avocat niçois. Je pense qu'il est déjà retraité. Et Maître Joël Blumenkranz a demandé ces documents. Alors, j'ai réfléchi. Cet homme n'a jamais eu affaire avec moi en relation des problèmes de famille, parce qu'avec le père de ma fille, je n'ai jamais eu des problèmes du genre. Donc, pourquoi il a demandé ces dossiers? En 2003-4, dans la ville de Cap-d'Aille où j'habitais, je me suis fâchée qu'une dame, Monique Pavanetto, qui est la meilleure amie de Maître Joël Blumenkranz. Et celle-ci a intrigué et Maître a demandé le dossier de ma fille. Et derrière le dossier, Madame la greffière, je crois, ou l'avocate, Maître Bella Gamba, j'ai tous les documents, donc je vous envoie tout. Elle met là, écrit suivez-la, mettez tout en place, la République française, etc., etc. Et je me suis en fait rendu compte, avec un peu plus de calme, en visitant les souvenirs, qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être persécutée. Mais ce que Maître Joël Blumenkranz n'a pas compris, et moi j'ai compris au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que ces explications sont très importantes, parce que tout le monde a menti à tout le monde, et ma fille en a payé le prix, Christophe. Ma fille a été violée 28 ans, Christophe. 28 ans. C'est-à-dire que quand je pense qu'on m'a pétri mon bébé 28 ans, je n'ai même plus de sentiments. Je n'arrive pas à haïr, je n'arrive pas à être en colère, je suis dépassée. Oui, mais je comprends les dégâts. Et donc, ce que j'ai compris avec ces documents, en fait, et c'est les souvenirs dans l'ordre, avec un peu plus de calme, que j'ai compris que Monique, elle, a été approchée par ce groupe, parce qu'une fois j'étais avec elle, c'est une femme que j'aimais beaucoup. Vous savez, je viens de l'Afrique, ça date de 20 ans, cette histoire avec Monique, et toute l'histoire date de 31 ans. Dans mon pays, la personne qui avait 55 ans, en général, elle était morte et enterrée. Ici, 55 ans, moi-même, je m'approche à cet âge-là, on commence à peine notre vie. Et donc, pour moi, c'était une maman. Et cette femme, elle a été bonne pour moi. Mais ces groupes qui me pourchassent, en fait, en catimini depuis des années, ils ont le vice de la manipulation. Et ont manipulé Monique. Et Monique est donc rentrée dans le réseau en pensant que, bon, ce qu'ils disent est vrai. Et moi, que j'ai jamais rien fait, je ne savais même pas que j'avais un problème, était faux. Et elle va donc manipuler Maître Joël Blumenkranz. Elle met un scénario en place déjà. C'est quoi le scénario? Elle fait une petite fête et nous invite moi, 2 autres dames et elle, on était 4.
Et en sortant de cette fête, je pars faire ma vie et un bon jour, j'avais par habitude d'aller la voir pour déjeuner avec elle. Et je vais la voir et elle est en colère. Et j'ai dit, oh Monique, vous êtes en colère, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, tu m'as volé. J'ai dit, oh, j'ai volé quoi? Enfin, c'est moi, Hilda. Elle m'a dit, non, tu m'as volé 500 euros. J'ai dit, mais tu sais bien que j'ai pas de soucis d'argent et c'est pas mes vices. Tu me laisses dans ton magasin, n'a jamais rien disparu. Elle m'a dit, non, tu es kleptomane. Tu n'as pas besoin, mais tu voles quand même. Mais moi, je n'avais pas un français pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire kleptomane. J'avais D'accord. appris, en, j'avais appris en français de base pour être serveuse à l'hôtel Marriott au port de Monaco, où je travaillais. Et donc, je connaissais le mot voleuse, mais le reste, je ne connaissais pas. Je n'avais pas ce vocabulaire-là. Et je n'ai pas fait cas. Elle s'est fâchée. J'étais assez blessée parce que pour moi, elle était une maman. Et donc, je continue mon chemin. En fait, c'est avec les souvenirs que je me suis rendu compte que toute cette histoire a été une manipulation. Parce qu'un jour, j'étais avec Monique et on discutait devant son magasin et un jeune homme passe et me regarde. Et Monique a dit, elle est jolie, hein? Il a dit oui. Et moi, j'ai continué mon chemin. Il fallait que j'aille chercher ma fille à l'école et ensuite s'occuper de mon rôle de maman. Et en fait, ces jeunes hommes, c'est les mêmes jeunes hommes d'aujourd'hui que je me rends compte, qui m'ont toujours suivi en catimini, qui continuent à suivre ma fille, qui n'a jamais eu un copain de 3 ans qu'ils ont commencé à la violer jusqu'à 31 ans. Le dernier viol, c'était à l'âge de 30 ans. Et donc, ils étaient toujours là dans l'ombre, en train de fabriquer l'isolement, le vide, avec des diffamations, dont moi-même, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas tout le contenu, tout le contenu. Et ce que je connais un peu, c'est quelques-uns de ces services qui me suivent, qui m'ont dit, on vous surveille depuis des années pour cocaïnomane, prostitute, dealers, crime de sang, etc. On va vous avoir, c'est l'État français, c'est la France. J'ai dit non, vous vous êtes trompé, c'est pas possible. Il m'a dit, mais madame, on vous surveille même chez vous. Alors, on vous surveille même chez vous, d'accord, chez moi. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'il me filme à mon quotidien, sans parler de me regarder dans mon téléphone, d'écouter Mais toutes c'est mes drôle. conversations. S'ils te surveillent depuis tellement longtemps, comment ils font pour pas avoir de preuves? C'est ça le problème. Moi, je sors de chez moi, ils rentrent chez moi, ils cassent tout, ils enlèvent tout le contenu de mon téléphone, de mon ordinateur. Christophe, je veux m'organiser un peu, sinon je veux me perdre. Hmm. Et donc, je me suis rendu compte que ce jeune homme avait parlé à Monique. Et Monique, elle s'est fâchée avec moi. Et donc, moi, j'étais assez blessée. Et dans le passé, dans le même passé en question, Maître Joël Blumenkos avait traité un litige que j'avais d'une dette avec Financo. J'ai tous les documents. Je veux vous le donner. Et donc, il a traité ce litige. Je connaissais donc Maître Joël Blumenkos parce que c'est Monique qui m'a recommandé. Sauf que Monique, étant une femme plus âgée, qui attendait Maître pour une relation d'amour depuis des années, dont elle avait gardé chaudement le type autour d'elle comme meilleur ami, en se fâchant avec moi, elle va donc voir Maître Joël Blumenkos. Elle me charge donc tout un dossier des dires de ces hommes-là qui sont des grands menteurs, des grands manipulateurs. À cette époque-là, nous sommes dans les 2004-5. Internet n'était plus ce qu'elle était aujourd'hui, n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Et toutes les années auparavant, on n'avait pas Internet. Donc, voilà, si tu avais un problème, c'est parce qu'on te le disait en face. Mais moi, ils se sont gardés de me tenir vierge dans le système juridique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est quand j'ai compris qu'ils violaient ma fille à autant d'années et qu'ils avaient fait un gosse d'un violent réunion qu'ils avaient décidé donc d'essayer de me tuer. Bon, Monique, je reviens. Monique va donc voir Maître Joël Blumenkos, comme on dit en français, elle met la couche par peur que Maître s'intéresse à moi, étant plus jeune, etc. Maître Joël Blumenkos a écrit Beauvais, sur un mensonge bien sûr, et il demande mon dossier des affaires familiales, que j'ai vu une fois de toute ma vie. Et Madame Bellagambe, elle met derrière que la société, l'État français met tout en œuvre pour m'attraper, enfin bref, un vrai permis à tuer. De là, je suis pourchassée matin, midi et soir. On me diffame partout.
J'ai ma fille, la pauvre, qui est isolée aussi à l'école. Et je la mets donc dans une pension à abondance à 1 000 euros par mois. Et j'avais des économies. J'ai payé 8 000 euros, je crois, d'acompte. Je voulais protéger ma fille et respirer un peu parce qu'à chaque fois que j'avais besoin de son père, il était ou trop alcoolisé ou trop absent. Oui. Et là, de cette histoire, ma fille, 2 ans après, elle sort de cette pension. Son père va la chercher parce qu'un homme, selon elle de race blanche, aux yeux bleus, venait la violer dans son lit tous les soirs. Oh là Oh, une pension à 1 000 euros par mois. Je suis partie en Angleterre, j'ai travaillé matin, midi et soir pour payer la pension, compléter l'année et récupérer ma fille les vacances et dire je veux me réorganiser un peu pour me construire une autre vie peut-être là-bas. Et quelqu'un allait là-bas et me violait ma fille. Ma fille sort de là à moitié folle. Le père n'a jamais voulu l'amener voir un psy ou qui que ce soit. Et puis, j'ai toujours été là comme ça. Vous savez, j'étais trop naïve pour comprendre quoi que ce soit. Ma fille n'a jamais parlé, à part 5, 6 ans de ça qu'elle a s'est mise à parler un peu. Et donc, du coup, cette petite, elle a vécu un véritable cauchemar. Et moi, je me suis réveillée, j'étais dépassée. là. Alors, Maître Joël Blumenkron se demande mon dossier. Madame Belagamba Beauvais donne le dossier. Et si on regarde bien la date qu'il a demandé le dossier, juridiquement, enfin, côté administratif, ils avaient déjà fait les diffamations, m'isoler et me pousser à repartir à Londres, où j'avais fait un séjour linguistique avant de venir m'installer à Cap-d'Aï. Donc, du coup, ces dossiers, il l'a demandé exprès. Pour quelle raison, je l'ignore. Maître Joël Blumenkron était un adjoint de la mairie de Cap-d'Aï. Et mon ami Jean-Pierre Albrun, l'office, qui était l'office donc du maire, de l'ancien maire de Cap-d'Aï, maintenant 25 ans, m'avait dit, selon lui et Monique, que Maître Joël Blumenkron a perdu la mairie de Cap-d'Aï parce qu'on l'a collé un dossier de pédophilie sur le dos qu'il a fait donc passer sous le nez la mairie de Cap-d'Aï. Et Monique Pavanetto, la meilleure amie, que nous cessait de cracher sur le pauvre monsieur, me dit oui, mais moi, j'ai pas confiance, même s'il a été acquitté, parce que je l'attends comme mon petit ami depuis des années, il ne se manifeste pas. Vous voyez, donc, cet avocat a eu un souci juridique de Oui. pédophilie, demande le dossier de ma fille, une fois qu'avec son ami, ont intrigué pour me pousser à partir. On m'a toujours poussé en fait à partir, abandonner ma vie, comme si quelqu'un venait et récupérait ma vie. J'arrive, je travaille dans l'hôtellerie, la restauration, je gagne bien ma vie parce que c'est quand même un domaine qui paye très bien. J'organise facilement ma vie et puis ils viennent, me créent des ennuis, me poussent à aller dans une autre ville, à recommencer. Parce qu'en fait, comme ça, ils envoyaient des dossiers en disant attention, danger, surveillez, blablabla. Bla, 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 bla. Une fois que chacun avait déjà pris sa part du gâteau en abusant de ma fille à droite et à gauche, en me volant mon argent à la banque et en fermant mes comptes bancaires. Oui. Parce que j'ai toujours travaillé et je me rendais compte, en fait, que j'avais l'impression que j'avais pas mon argent. Alors, je faisais mes comptes, ça collait pas. Et alors, c'est maintenant que je me rends compte parce qu'ils m'ont volé 2 gros manteaux financiers là, qui fait à peu près 18 000 euros. Je vais vous envoyer les documents. Ils ont fermé les comptes bancaires. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte que s'ils m'ont laissé toutes ces années en m'isolant, en me laissant travailler, m'installer, me pousser à partir, récupérer toute ma vie derrière avec leurs faux dossiers, c'est parce qu'ils se servaient de mes comptes bancaires. Ils me volaient mon argent. Christophe, Mais, j'ai travaillé. mais là, Incroyable. il y a une complicité avec la banque, obligatoirement. Toujours, toujours, toujours. Mais ils sont partout. Ils sont à la banque, sont à l'administration, sont au Pôle emploi, sont à la CAF, sont partout. Moi, j'ai toujours travaillé. J'ai rarement eu des aides. Et là, en fait, je me rends compte aujourd'hui. Donc, Christophe, j'ai travaillé 31 ans.
Si j'ai fait les calculs de peu que j'ai pu utiliser, toujours en difficulté, et pourtant j'ai gagné bien ma vie, ils m'ont volé tranquillement 300 000 euros en 30 ans. Incroyable. Et tout ça juste en m'isolant. Les copines que j'avais, c'était toujours des gens qui travaillaient pour eux, qui étaient là justement pour faire aussi le vide à l'intérieur de moi, parce que je suis une personne qui plaît facilement, qui a une amitié sincère, sans histoire. Et donc, ils se sont vraiment hâtés de l'intérieur, de l'extérieur, à me maintenir seule. 31 ans, Christophe. Oui, oui. C'est très Incroyable. bien. Oui. Et donc, de cette histoire, là, nous sommes donc dans le maître Joël Blumenkranz qui a demandé les documents, je ne sais pas pourquoi. Et quand je vois son passé de procès de pédophilie qui a fait un grand bruit en Côte d'Azur, je suis un peu dépassée avec ma fille qui se faisait violer à même dans sa pension Abondance. Pourtant, là-bas, les factures étaient très, très chères. Et il y avait quand même des enfants de très bonnes familles parce que je ne crois pas que tout le monde peut payer 1 000 euros par mois pour une pension. Et tout ça, ça me pose problème. Maintenant, on va revenir donc à Beauvais en 1997. Alors, je suis arrivée en 1993 et donc nous sommes donc en 1994, non, 92, pardon, et nous sommes donc en 1980. Ma fille avait 6 mois. Elle est née en mai. Donc, nous sommes arrivés bien en 1992, novembre de 1992. J'ai passé le permis. D'abord, j'ai été chez la tante de la petite, sœur Evelyne, la tata Evelyne, Ilianière. Elle était médiatrice pénale au tribunal de Beauvais et elle était aussi médiatrice à la préfecture de Beauvais. Marilyn Guerre, sa fille, qui est allée me chercher. À l'époque, elle travaillait comme surveillante dans une prison. Et Bernard Guerre, son mari, était administrateur à la mairie de Verderonne, dont il a fini sa carrière comme maire de Verderonne. Et Marilyn a fini sa carrière comme commissaire de gendarmerie, je crois, à Nantes ou à Tours. Alors, ces deux couples, le couple est allé me chercher, m'ont amené chez eux à Verderonne, où ils habitaient dans le passé. Et j'ai été bien traitée, Christophe. J'ai été bien traitée. Je n'ai rien à dire. J'ai eu une petite exception, c'est que Tata Evelyne, qui est la sœur aînée du père d'Alexandra, donc la maman de Marilyn, un beau jour, elle ne parlait pas français, et un beau jour, elle part travailler, parce qu'on est resté avec elle quelques mois, avant que Pierre nous revienne de l'Angola, nous organise une vie, parce qu'il nous a envoyés pour se reposer, et que sa mère connaisse sa fille, parce que ma fille est sa fille unique. Et donc, en Angola, on a eu un problème de guerre qui était assez compliqué. Et Pierre a décidé que Alexandra et moi, on devrait rester ici, que sa fille, qu'il a reconnu qu'elle avait un passeport français. Et donc, en attendant qu'il ait ses vacances tous les 3 mois, je crois, il nous a donc mis chez Tata Evelyne. Bon, Evelyne, un jour, elle part travailler et me dit, Hilda, enlève le rideau. Mais moi, je ne parle pas français, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire rideau. Elle part, quand elle revient, je n'ai pas enlevé le rideau, elle me met une gifle. Moi, je n'ai pas fait cas, et d'ailleurs, j'ai la preuve d'une photo 3 ans plus tard où Marilyn avait par habitude de nous inviter à la galette de roi tous les ans avec sa maman, Bernard, et elle et moi, boire le champagne, manger la galette de roi. Si j'avais touché à sa mère, et je ne crois pas qu'elle m'aurait invité, vous comprenez ça? Oui. Moi, tu touches à ma mère, non, je t'invite pas, tu n'es plus mon ami. Donc voilà le seul souci que j'ai eu, parce que bon, Evelyne elle-même était fatiguée de quelques soucis de la vie, je la comprends, elle m'a giflé, bon, bah, j'ai pas fait cas, j'ai juste pleuré. Et le lendemain, je pars travailler, je rencontre un homme sénégalais dans l'église. Et grosso modo, en faisant le bilan de tout ça, je me demande est-ce qu'Evelyne
avait contacté ce monsieur qui était président de l'association des Sénégalais de Beauvais. Et est-ce qu'ils avaient mis de l'ordre dans tout ce bazar pour qu'il puisse m'accaparer chez lui, me tenir grosso modo en otage et abuser de moi. Et abuser de moi parce que je me rends compte que cette histoire qui me fait suivre jusqu'aujourd'hui, elle date de très très longtemps. Elle date même de 30 ans de mon arrivée, 3 mois, 6 mois après. Donc, il a quelqu'un qui a dû mentir sur mon compte. Et là, je suis rentrée dans un système qui a permis à ces hommes de m'isoler et de violer ma fille, 31 ans. Je suis vraiment dépassée. C'est pour ça qu'en fait, j'essaie de raconter tout ça parce que il a bien un commencement et quelqu'un a bien validé quelque chose. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'ils ont décidé, c'est moi et voilà. Non, il n'y a pas de raison. Et Evelyne, elle a quand même la possibilité de aider ma fille à sortir de cette situation de viol à répétition qui dure depuis des années, par le simple fait qu'elle a travaillé auprès de la préfecture, du tribunal. Ses enfants ont tous été placés dans l'administration. Quelques-uns travaillent quand même avec Monsieur Darmanin, ministère de la Justice et de l'Intérieur, mais elle ne veut pas. Donc, j'arrive parfois à me poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, quand elle m'a giflé, elle est allée voir ce monsieur, ces viols ou cet abus a été combiné, et est-ce qu'elle a menti sur mon compte? Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'une gifle est très importante dans la société française, alors que chez nous, une gifle, c'est une gifle, tu vas, tu pleures et puis tu essuies tes larmes et l'affaire est classée. Donc voilà, cette personne mal intentionnée a juste permis en fait que ma fille se fasse violer, selon ses souvenirs de ma fille, de 3 ans à 30 ans, 28 ans, Christophe. Et moi, ici, pour moi, c'est pas gagner un sou, c'est pas gagner un procès, c'est pas comme tu, non, c'est juste qu'on sache qui est cette personne qui a pu mentir à ce point-là et pétrir l'intégrité de ma fille et mettre tout autour d'elle une certaine organisation. Donc, c'est pour ça que je suis d'ailleurs venue vous revoir, parce qu'en fait, ils veulent rendre Alexandra folle, l'accaparer sa fille et dire que la petite n'a jamais existé. Et donc, ils ont mis toute une organisation autour de moi. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte du véritable danger qui court encore ma fille et sa petite fille, qui est déjà violée à son tour depuis l'âge de 2 ans. Et personne ne fait rien. En fait, je découvre qu'au fur et à mesure que tu expliques que tu es rentré dans une forme de réseau sans que tu t'en rendes compte. Parce que c'est ça pour moi, au fur et à mesure que tu expliques, que les contacts que tu as eus, même ceux que tu as cru qu'ils allaient te soutenir, en fait, appartenaient à un réseau de complices en fait. D'accord? Et il y a une connotation, moi, qui me surprend, mais on va dire les alliances de gens qui sont dans le côté négatif, ça existe, hein, faut pas croire, hein, d'accord. Et pour l'instant, ben moi je crois que tu as subi tout un ensemble de réseaux qui étaient autour de toi, même si toi à un moment donné tu as cru qu'il y avait des formes d'amitié, eh ben j'en suis pas sûr du tout. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, ça c'est le petit souci que j'ai eu en arrivant en France avec la tante Evelyne. Mais la photo avec Marilyn, Bernard qui prend la photo, Evelyne et moi en souriant avec la coupe de champagne, ça prouve que je n'ai pas touché à cette femme. Parce que Marilyn ne m'aurait pas invité si j'aurais levé la main sur le visage de sa maman. Oui, bien sûr. Donc, il a eu un mensonge quelque part qui a coûté l'intégrité de ma fille. Ça, c'est le souci que j'ai eu à Beauvais.
Après cela, Pierre est venu et Pierre est donc allé me chercher. C'est ce monsieur qui m'avait pris en otage. Il m'a loué un studio, enfin, m'a organisé ma vie et est parti en Angola, je crois, pour 3 mois ou 6 mois, amener sa petite, le bébé. Déjà quelque chose qu'on ne fait pas en général, mais il l'a fait. Elle avait 9 mois à peu près. Il m'a dit, comme ça, tu vas pouvoir suivre des cours de remise à niveau, apprendre un peu le français. Quand je reviens avec elle dans 6 mois, je crois que c'était 3 ou 6 mois, tu auras un petit français qui va te permettre, en fait, de mieux te débrouiller avec elle, au moins de comprendre le médecin. J'ai dit d'accord. De toute façon, j'avais pas le choix. Il va, me laisse. Donc, je fais les cours de remise à niveau. Et là, il rentre, il loue un appartement, il m'offre une très belle vie. Et il a été très généreux là-dessus, sans aucun souci. Donc, moi-même, j'étais assez... Continue, continue. Je ferai une petite boucle, ne t'inquiète pas. D'accord. Donc, il a été quand même assez généreux et moi, j'ai été impressionnée de voir un pays que les gens se lèvent le matin, vont travailler, gagnent un salaire à la fin du mois, qu'on peut passer, s'inscrire dans une école, passer le permis. Et comme Pierre m'avait donné de l'argent et les grands-parents qui étaient vivants assez aisés aussi m'aidaient beaucoup financièrement, vous comprenez que j'ai couru faire des formations, passer des permis, acheter une voiture. Je me suis bien débrouillée. Et après est arrivée cette période dont je suis allée faire une formation en hôtellerie-restauration comme commis de cuisine à l'hôtel Sofitel à Cannes. Et je me suis donc installée à Cannes. Voilà le parcours de vie que j'ai fait, dont j'ai été très contente. Je dépendais que de moi, j'attendais pas qu'on m'aide, je ne savais pas ce que ça voulait dire les allocations, même si Pierre, étant un Français traditionnel, a fait toute cette paperasse. Et un jour, hein, je vais vous raconter une anecdote, j'arrive sur mon compte bancaire, je trouve 19 000 francs. Et moi, j'appelle la grand-mère de ma fille et je pleure, mamie, mamie, il a 19 000 francs sur mon compte, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Mais moi, j'ai pas volé, j'ai pas touché, j'ai rien fait parce que je comprenais pas. Et donc, la grand-mère de ma fille a essayé de me faire comprendre par téléphone que c'était un droit et que voilà, avant, on prenait depuis le jour de la grossesse ou de l'accouchement jusqu'à l'âge de l'enfant et j'avais tout cet argent. Bon, on a essayé de m'expliquer, j'ai essayé de comprendre un peu, mais j'avoue que j'ai pas dormi pendant des mois en me disant, quelqu'un a mis autant d'argent sur mon compte bancaire, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste pour voir. Je te donnerai mon avis après, d'accord? D'accord. Parce que au fur et à mesure que tu expliques, je comprends comment ils t'ont utilisé pour faire ce qu'on appelle du blanchiment d'argent. Ils ont utilisé ton compte bancaire, d'accord, pour faire des opérations en te faisant croire que c'était de l'argent que tu avais gagné. Et quand tu dis qu'on t'a détourné 300 000 euros en quelques années, d'accord, à mon avis, ils ont utilisé ton compte pour faire d'autres opérations, d'accord, mais c'était voulu, c'est pas innocent. À aucun moment donné, c'est innocent. Ils t'ont utilisé et ils ont utilisé ton compte bancaire pour faire du blanchiment d'argent. Non, mais cet argent, c'était de la CAF, apparemment. Oui, mais moi, je me fie jamais aux apparences. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, mais vous comprenez, Christophe, moi, voilà, j'arrive dans un pays Mais où bien tout sûr, me semble dans notre monde. oui, mais je comprends, justement. Et c'est justement la faiblesse que tu as, où certaines personnes, sans que tu t'en rendes compte, peuvent en abuser. C'est tout. J'étais trop ignorante pour imaginer tout ça. Mais c'est ça, ça s'appelle l'expérience. Avec le temps, on comprend bien plus de choses. Donc, du coup, ça, c'est le petit parcours que j'ai fait qui m'a mené donc par la suite travailler à Cannes. Parce qu'avant, je prenais le train de Beauvais à Paris pour aller travailler à l'hôtel Regina à 5 heures du matin. Il fallait pas louper le train. Donc, un bon jour, je vois Cannes à la télévision. Je demande où c'était. On me dit que c'est en France. J'ai dit, écoutez, comme là-bas, il a des hôtels et des restaurants, je fais une formation dans la cuisine parce que j'avais déjà presque fini. Euh, j'avais déjà fait l'hôtellerie, donc il me manquait la cuisine.
Et comme ça, je demande l'expérience professionnelle là-bas et je trouve un travail. Et c'est ce qui s'est passé parce que je m'organisais comme ça et j'ai trouvé un travail. Ensuite, je suis repassée femme de chambre parce que les horaires étaient mieux pour moi en ayant une petite fille. Et je me suis organisée comme ça. Oui. Et en 2021, ma fille me dit, maman, quand j'étais à Beauvais, des hommes rentraient dans l'appartement et me violaient. Je dis non, ça c'est un cauchemar. Elle m'a dit non, maman, c'était vrai. J'ai dit pardon. Elle m'a dit oui, c'était vrai. C'est pas possible, enfin. Un truc C'est pareil, c'est pas possible. Alors, de cette histoire que ma fille m'a racontée, j'ai écouté sans prêter attention, mais même si ça me faisait mal au cœur, je dis non, ça, non, c'est un cauchemar, c'est pas possible, etc. Et quand elle t'a dit ça, elle avait quel âge quand elle t'a dit ça? Elle m'a dit ça en 2021. Elle a 31 ans aujourd'hui. Donc, 2021, elle avait 29 ans. Oui, d'accord. Elle m'a dit, depuis l'âge de 3 ans, maman, je suis violée. À l'école maternelle, par le maître à Beauvais, chez la nourrice Edith Tavares, et puis chez nous dans l'appartement, des hommes rentraient et me violaient dans la chambre. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Elle m'a dit, oui, maman. J'ai dit, non, ça c'est un cauchemar. Et un beau jour, ici à Bordeaux, je pars à la messe ici à Talence. Et là, je vois une dame, hein, et je veux voir cette dame, et je dis, Madame, priez pour moi. Ma fille a des soucis, moi aussi, on s'en sort pas. Je lui explique toute cette situation. Elle m'a prêté une oreille, donc j'ai expliqué la situation. Et cette dame m'a dit comme ça. Moi, j'ai dit comme ça. Je suis suivie, photographiée, etc. Ils me disent que c'est l'État français, c'est la France. J'attends qu'ils fassent une enquête et qu'ils comprendront qu'ils se sont trompés de personne. Cette dame m'a dit, écoutez, ils ne se sont pas trompés de personne, ils ne feront jamais une enquête. Moi, ce que je pense, c'est que votre fille a dû être leur objet sexuel depuis son plus jeune âge. Donc, ils vont continuer à vous isoler, continuer à la violer, à violer sa petite fille aussi, d'accord? Et ça sera votre vie si personne ne vient vous sortir de là. Oui, c'est un réseau. Voilà, c'est tombé dans un réseau. Alors là, je me suis assise et j'ai donc compris ma fille qui m'a dit, maman, quand j'étais petite à Beauvais, des hommes venaient dans l'appartement me violer. Je me suis donc souvenue d'une histoire. J'avais un ami, un petit ami, Eric Bisset, qui est, comment on appelle, éducateur à Couillot en Picardie. Et Eric, un jour, on était chez moi, hein, c'était les sorties copains de l'époque, hein, c'était pas cette liberté d'aujourd'hui. Et un jour, il a dormi chez moi et la voisine s'est mise à crier au secours, au secours, au secours. Et Eric ne veut pas appeler la police, ne veut pas me donner le numéro. Et bon, bah, les cris se sont arrêtés. Le lendemain, il a disparu. Et après ça, je reçois une convocation. Je pars à la police dire oui, j'ai entendu le bruit, j'étais avec mon copain, mais il n'a pas voulu appeler. Enfin bref, avec le français que j'avais, hein, je parlais comme je pouvais. Et je suis partie. Euh, et pendant cette période-là, en fait, je me suis rendu compte qu'avec Eric, j'ai eu rarement des relations intimes. Et je commençais à me poser des questions, mais s'il couchait pas avec moi, il n'avait pas une autre copine, il couchait avec qui? C'est ça. Je, je me posais ces questions-là. Un bon jour, on était chez moi, et ça, c'est beaucoup d'autres souvenirs. Ma fille criait, elle hurlait dans la chambre. Et moi, je voulais aller la voir, c'est mon bébé. Et Eric, il insiste, non, reste ici, c'est moi qui vais aller, je suis pédagogue. Je vais lui lire un livre, etc., etc. Il va donc, bon, bah, et ma fille se calme. L'année dernière, en 2022, j'ai un compatriote qui a donc sollicité l'aide de tous les activistes angolais qui nous ont appelés, ils étaient 12, par vidéoconférence via WhatsApp, pour nous aider à, à publier cette histoire hein, dans les réseaux, parce qu'ils sont beaucoup suivis par le gouvernement angolais et les pays de colonisation portugaise.
et raconter cette histoire. Donc, je raconte l'histoire d'Henrik qui insistait à aller voir ma fille, pardon, et qu'il insistait et qu'il allait. Et les activistes me disent, Hilda, selon eux, Henrik, quand il allait voir ma fille, allait voir comment ça se passait avec ces hommes. Parce que grosso modo, c'est lui qui avait organisé cette histoire. La chambre était de l'autre côté du couloir. La salle à manger était de l'autre côté du couloir. Je regardais beaucoup la télé pour apprendre la langue française. Et donc, pendant ce moment-là, bah, on me torturait mon bébé les uns après les autres dans sa chambre. Christophe, j'ai perdu tous mes cheveux. Ouais, mais C'est-à-dire, je comprends que tu as été manipulé, mais invraisemblable. Hein. Invraisemblable. incroyable, Christophe. Je suis dépassée. Ouais, non, mais Moi-même, je suis dépassée. Et euh, donc, vous c'est voyez, ça. cette histoire date vraiment des années. C'est-à-dire que ces prédateurs ont pris soin de me garder dans la solitude, l'isolement, pour abuser, violer ma fille, 28 ans, Christophe. Mais en fait, c'était pour eux, c'était bien plus facile puisque tu maîtrisais pas totalement le français, que tu avais besoin de soutien. Donc après, comme tu faisais confiance. Ah, pardon. Comme tu faisais confiance, d'accord? Donc, ben, ils ont abusé de toi, voilà, c'est tout. Mais mécaniquement, je comprends très bien ce qui s'est passé. Hein. Franchement, alors là, euh, tu, tu, tu représentes des fois ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, c'est tout. Donc, les activistes m'ont dit que selon eux, Eric, quand elle allait insister, c'est aller voir comment ça se passait avec ces hommes-là. Un jour, ma fille a vu Eric et elle a failli s'étouffer. C'est même encore lui qui a enlevé cette histoire. En fait, il a eu beaucoup de signes autour de moi. Mais bon, pour moi, voilà, j'ai dit, les adultes ne peuvent pas toucher les enfants. Et Ouais, les mais ça, gens qui nous approchent. Et les gens qui nous approchent ne peuvent pas être des violeurs, des criminels. Donc, ça ne me traversait pas l'esprit. bah oui, bah oui. Bien sûr, Et, ça vient pas à et l'évidence des gens. de cette histoire, encore dans... Non. Et de cette histoire-là, toujours à Beauvais, euh, après qu'Éric a disparu de ma vie, il a disparu du jour au lendemain après l'agression de la voisine. Et en fait, aujourd'hui, avec le souvenir, je me rends compte que quand la voisine criait et que je me suis réveillée, dans mes souvenirs, je vois qu'Éric, il était habillé. Il était habillé. Il était habillé, jean, t-shirt. Et je me dis, à ce moment, il s'est habillé. Mm. Et il n'a jamais voulu aller à la police, appeler la police. Il a disparu. Qu'est-ce qu'il a raconté comme mensonge, je ne sais pas. Donc, de là, après cette relation finie avec Eric, le vide autour de moi a été vraiment très poussé parce qu'en fait, à part Eric et sa mère, j'avais personne autour de moi. Ouais. Donc, on a toujours vraiment fait le vide autour de moi. Et c'est de là que j'ai fait la formation de l'hôtellerie. Je suis partie à Cannes. À Cannes, ils m'ont mis Luciana Faro, une Brésilienne, qui faisait le vide aussi autour de moi. Mais là, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention et j'ai continué mon chemin. Après, j'ai eu la nationalité française l'an 2000 et je suis partie en Angleterre faire un séjour linguistique. Je me suis organisée avec le père de ma fille qu'il puisse prendre soin d'elle parce que fallait bien que j'apprenne un peu, que je puisse avoir un travail qui me paye un peu mieux. À l'époque, femme de chambre, les produits nous arrachaient la peau des mains. Hein, c'était des produits vraiment forts. Et j'ai fait tous ces sacrifices pour moi et ma fille pour qu'on puisse s'asseoir, vivre tranquillement. Je pars en Angleterre, je fais mon séjour linguistique sans problème, je rentre en France et je retrouve mon ami Jean-Pierre Albrun. Aujourd'hui, je me rends compte, en fait, si lui-même n'était pas dans le réseau parce qu'il vit entre la Thaïlande et la France. Et quand je vois qu'aujourd'hui, quelques années de ça, il passait devant moi et il faisait semblant de ne pas me connaître, en fait, c'est ce que vous dites là. Ils m'ont vu venir, comme on dit. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça. Et chacun a fait ce qu'il a voulu parce que leur proie était vraiment ma fille.
Ouais. était vraiment ma fille. Donc, de cette histoire, je viens m'installer à Cap d'Aille. Je trouve ces travail à l'hôtel Marriott. À l'hôtel Marriott, je me fais pas courtiser, mais carrément harceler par Silvio Garzel, le PDG de Ferrero Rocher, avec qui j'ai fini par avoir une relation de 2 ans. Celui-ci me met enceinte, me dit qu'il ne veut pas. Donc, Jean-Pierre Albrin, sur mon chemin toujours, m'amène vite me faire avorter. Et après que je reprends mes esprits, que j'ai une vie calme, sereine, parce que je suis quelqu'un de très posé, j'arrive à me construire facilement et sans histoire. Je ne suis pas une rêveuse, je suis une personne du concret. Et là vient, comme on appelle, Monica Pavanetto, cette femme marocaine de père italien, maître Joël Blumenkranz, encore du vide, encore me chasser, et encore ma fille qui est violée à la pension où je l'avais mise à 1 000 € par mois. Je suis là et je me dis, mais c'est incroyable. Donc, toutes ces années, ils m'ont tracé, m'ont isolé, m'ont fait recommencer, se sont envoyés des documents à tort et à travers pour me faire pourchasser partout. À chaque fois, j'arrivais à m'en sortir facilement par le travail et mon caractère de travailleuse. Et ils continuent à me voler mon argent. J'arrive toujours à la fin du mois en train de compter. Et quand je vois ce que je devais gagner, ce que je n'ai pas dépensé, ce que je pouvais payer, ce que pouvait rester, pour me rendre compte qu'en fait, ils étaient toujours là et qu'ils me volaient toujours tout et qu'ils me faisaient recommencer. Et ma fille, entre la colère, le désarroi, complètement dépassée, je me rends compte qu'elle a été dans une clinique à Draguignan, service maternité, alors que son père m'a dit qu'elle est allée enlever les dents et je me rends compte qu'elle est allée se faire avorter. Moi-même à Cannes, quand ils m'ont isolée comme ça, j'avais une seule copine qui est la Luciana Faro qui fait partie du réseau. Mon ancien gynécologue qui est décédé, docteur James Bouraka, d'origine libanaise. Ouais. Docteur James Bouraka, qui est d'origine libanaise, m'avait proposé de me faire une chirurgie réparatrice à la clinique des Orangers, qu'on appelle la Polyclinique à Cannes, au quartier de la Californie par là, et me faire une chirurgie réparatrice pour améliorer une cicatrice que j'avais. J'ai accepté, en toute confiance, il était mon gynécologue. Il me faisait beaucoup de compliments par rapport à mon organisme en disant qu'il n'avait jamais vu une femme aussi propre, tatati, tatata, mais bon, bah, il parlait, il est médecin, hein. Voilà. Hein. J'arrive là, il me met une anesthésie générale pour une petite cicatrice dans la jambe, me met une anesthésie générale, je me réveille à la fin de la journée, presque le soir, avec des protèges slip, je saignais et je suis rentrée chez moi. Et j'arrive chez moi, j'ai personne à qui parler parce qu'il a eu toujours cet isolement autour de moi. J'apprends qu'il était généticien et je me demande est-ce qu'après il a pu abuser de moi aussi. Christophe, c'est incroyable. Ils ont pris soin de m'isoler, de me torturer moi et ma fille, un truc incroyable. Ouais. Non, mais je comprends. Hein, de cette histoire de ma fille, toujours, parce que moi, ce qui est important, c'est quand même qu'il... Pardon? Non. C'est quand même que la France voie comment ces prédateurs, en fait, s'organisent. C'est incroyable. Ouais. Moi-même, je suis la victime, je suis dépassée. Je veux pleurer quoi? Qui? Comment? Et bon, donc, du coup, nous sommes donc dans cette période. La vie continue. J'essaie de me relever à nouveau. Après Cap d'Aille, après Londres, après à nouveau Draguignan. Le père de ma fille, il est toujours absent quand il faut être là, ne veut pas qu'elle voie un psychologue.
etc., etc. La gamine est très bien. Il isole la gamine de toutes les copines du village. Se retrouve seule en train de boire des verres avec son père et ses copains complètement alcoolisés. La voisine Maggie me dit je veux appeler la police et dire que Pierre partage sa fille. Moi, je n'avais pas un français pour comprendre ce que ça voulait dire partage sa fille. La petite, plus tard, commence à me dire tu crois que ça a été facile de vivre qu'un père incestueux? Bon, incestueux, je cherche encore à savoir qu'est-ce que c'est aussi. J'étais toujours en Faire un décalage. peu, c'est pas compliqué, hein, facile, hein. Après tout ceci, Alexandra et moi, on a encore réussi à se tenir debout. Et Alexandra, elle reste avec sa grand-mère. Et donc, Alexandra reste avec sa grand-mère pendant presque une année. La grand-mère meurt, tombe des escaliers et elle meurt. Evelyne, l'aînée, sa fille aînée, me dit, ta maman avait peur d'un homme de race blanche à la maison de convalescence. Un jour avant de sortir, elle est morte alors qu'elle était en bonne santé. Ma fille Alexandra s'est fait appeler au commissariat de police pour demander comment ça s'est passé, que sa grand-mère est tombée des escaliers. Elle ne me dit rien. Maintenant, je me pose la question, est-ce que la grand-mère avait découvert que le père partageait la petite avec les amis et qu'elle a voulu parler, qu'on l'a poussée dans des escaliers, mais il a des meurtres là-dedans. De là, je récupère... De là, la grand-mère est décédée, Tata Evelyne vient, met Alexandra à la porte alors qu'elle vivait dans la maison de sa grand-mère avec son père et la mamie. Met ma fille à la porte avec Bernard Guerre, son fils José Marquez Faria, qui est un ancien militaire, et Evelyne, la police, met Alexandra à la rue, ferme la porte, celle donc la porte de la maison de mamie. Le père, qui est toujours absent quand il faut, va se réfugier chez une amie à une trentaine de kilomètres, abandonne la petite à Draguignan toute seule dans la rue. Le voisin Laurent, aujourd'hui haut gradé de l'armée française, la récupère, la viole de manière brute. Elle en était complètement dépassée. Il va encore porter plainte au commissariat de police en disant qu'elle l'a menacé de le poignarder. Oui, c'est ça, de la poignarder. Et la police n'a rien fait. Là, je découvre tous ces scénarios parce que ma fille, elle a toujours gardé ce secret. En fait, c'est moi avec l'intuition, ah, ça va pas, ça va pas. Et en fait, je comprends, oui, mamie est morte, oui, Evelyne m'a mise dehors, etc. Je vois ma fille, j'ai dit, non, cette petite, elle a été violée. Quelque chose au fond de moi m'a dit, là, j'ai un problème. Parce que le viol de Laurent, c'est quelque chose qu'elle a brisé. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'elle a vraiment pourchassé. Je la récupère à Lourdes, où j'habitais. J'ai déménagé 17 fois à peu près. Ils m'ont chassé de partout. Tous les maires, tous les préfets, à un moment donné, ils me chassent. Me font chasser, en fait. C'est maintenant à Bordeaux que j'ai compris que j'ai dit non, on va régler cette affaire juridiquement. Donc, ils mettent tous ces fonctionnements autour de moi pour me chasser. On fait venir des prêtres pour me faire taire, des religieuses, etc. Quand ils comprennent que je continue à dénoncer, les prêtres disparaissent. Ils vont approcher d'Alexandra. Ils vont donc s'approcher d'Alexandra qui va être convaincue, il ne faut pas t'approcher de ta mère, elle te porte préjudice, elle est dangereuse pour toi, et comme ça, ils continuent à la violer la petite, et tout Bon, ce monde vit comme ça tranquillement. Vous en voyez? tout cas, ce que tu Quand fais, ça ne marche pas avec moi, ça va marcher avec Alexandra. là, tu Donc, as, la grand-mère est décédée, je récupère Alexandra, Alexandra s'est mise à... Pardon? je disais, on commence à avoir des coupures, donc il faut qu'on arrive au terme de l'émission parce qu'autrement, ça va pas suivre, en fait. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, c'est, ce que je voudrais que tu fasses, là, maintenant, c'est que tu nous dises la relation que tu as en ce moment, actuellement, avec ta fille Alexandra. D'accord? Est-ce qu'elle serait prête à témoigner de ce qu'elle a subi ou pas? Alors, je veux faire ici un résumé vite fait. Alexandra vient à Lourdes. À Lourdes, elle me tape.
les services sociaux viennent, la récupèrent, le mettent dans une famille d'accueil. La première famille, elle est violée de manière affreuse. On le met à la deuxième famille. Cette deuxième famille, où elle était assez bien, jusqu'au jour que monsieur François Bayrou, le meilleur ami de la bonne femme, vient là. Il va se promener avec Alexandra. Et après cette promenade, madame Monique a dit, Alexandra, tu rentres tous les jours en stop. Elle subit encore d'autres viols. Et en fait, ça a été une succession, selon un policier qui m'a expliqué. On abuse d'elle, on l'a fait violer, on abuse d'elle, on l'a fait violer, jusqu'au jour qu'on l'a fait le viol en réunion à Draguignan en pleine rue. La juge m'a dit, oubliez les violeurs, l'enfant du viol, le viol en réunion, ça ne vous regarde pas. De là, on viole aussi ma petite fille. Apparemment, on m'éloigne de ma fille Alexandra. Alexandra, elle doit beaucoup d'argent à sa nouvelle propriétaire qui a été généreuse avec elle, au moins 9 000 euros de loyer, doit passer devant les tribunaux en octobre pour cette histoire. Je suis mariée actuellement, donc un mariage qui est presque à la fin, et monsieur m'a dit que selon lui, Alexandra, quand elle était, on l'a prostituée à Draguignan, pardon, à Montpellier, à l'université de médecine, parce qu'on l'a droguée, on venait la violer même chez elle. Et à un moment donné, on l'a mise dans la prostitution. Il a dit que selon lui, elle a dû faire partie d'une bagarre qui a fini à meurtre et que donc ces meurtres permet à ces hommes-là de la faire taire et de continuer à abuser d'elle et de sa fille sans qu'elle puisse parler. M'a dit aussi que selon lui, bon, ben, qu'elle faisait partie d'un réseau depuis très longtemps et que j'ai été invitée par deux, trois personnes qui m'ont dit, Hilda, fais attention, c'est l'État français, c'est la France. Aucun avocat ne va pouvoir te défendre parce qu'ils reçoivent des appels en disant, il ne faut pas l'approcher, il ne faut pas faire ci. Ils dorment dans les hôtels où je travaille, mangent dans les restaurants où je travaillais. À l'hôtel où je suis, ils y sont. Encore vendredi, ils étaient en connivence avec un type qui jouait les, les réparateurs d'électricité, un truc pareil. Ils ont mis en complot certaines de mes collègues pour me photographier, etc., etc. Ils me filment dans mon quotidien ici, que je laisse ou pas les téléphones, ils sont dehors et ils sont partout. Ils retardent le bus, ils retardent les transports en commun. Moi, j'aimerais bien savoir, mais à quel moment ils se sont embrouillés comme ça. Ils m'ont volé mes voitures. On va être très clair hein, pour conclure cet entretien, d'accord? Pour l'instant, toi, dans tout ce que tu dis, tu es victime d'un système et d'un réseau, d'accord? Et ce réseau, il est connecté avec la pédophilie, obligatoirement, d'accord? En Angleterre, partout. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, parce que on est obligé de mettre un terme à l'entretien, donc mais tu as déjà dit plein de choses qui sont très importantes. Il faut que je numérise les pièces que tu vas m'envoyer, que je les mette au bout de l'entretien d'aujourd'hui. D'accord? Oui, oui. Quitte à avoir, par exemple, dans les prochaines semaines, un autre épisode où tu raconteras un complément de cette histoire-là. Mais là, tout à fait. Là, il faut qu'on dise au revoir aux gens, d'accord? En disant que ce que tu as révélé, de ce que tu auras ou rappelé par rapport à la première émission, en complément, avec des compléments d'information, tu ne fais que confirmer ce qu'on avait déjà dit, une grande partie, mais là, avec, on va dire, un complément, d'accord, géographique, très important, parce que tu t'aperçois que ce que tu as subi, tu l'as subi, quel que soit le déménagement que tu as pu faire. Voilà. OK? Hein? D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que c'est long, c'est 31 ans. Hein? C'est 31 ans. Mais tu as déjà dit beaucoup de choses et ça va faire déjà réfléchir beaucoup de choses, beaucoup de gens, Hilda. Alors, ce que je fais, je lance le générique de fin en te remerciant pour ce témoignage-là, mais entre-temps, je mettrai entre la fin et le générique, je remettrai toutes les pièces que tu vas m'envoyer. On fait comme ça, Hilda? On fait comme ça, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.